En Algérie, pour la première fois, on m'avait appelée Famigrit. En France, j'entendais dehors les Algériens. Où est-ce qu'on est? Au-dessus de la Méditerranée? Dans l'avion, dans le bateau, entre les deux, un jour l'un, un jour l'autre, un jour. Je sais de quelle Algérie je viens. Je sais quelle France j'aime, que je représente aujourd'hui. Ça fait partie de mon algérianité. Et ce qui est génial, comme avec le collectif DayZ, c'est qu'on constitue une sorte de chaîne humaine. Essayer de relier les deux rives de la Méditerranée, d'apporter de l'apaisement, d'aller dans le sens de la paix, de garder cette fierté des deux côtés. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حوالي. Bienvenue chez Nesna, le podcast du collectif DayZ, le podcast dans lequel nous parlons d'Algérie, d'algérianité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Et d'histoire, notamment une période importante pour les Algériens, mais plus que pour les Algériens, pour les binationaux aussi, et de manière plus large, comme nous le disons au sein du collectif DayZ, pour les amis et les amoureux de l'Algérie. Une période difficile qui est lourde de sens et qui a traversé finalement toutes les familles en Algérie et à l'étranger. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Souria. Bonjour Souria. Bonjour Mehdi, sabah al khair. Merci de m'accueillir. Je suis Merci. ravie à chaque fois de rencontrer des membres du collectif DayZ. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour parler un petit peu de Nesna et notamment de ton livre, donc Carnet de guerre d'un civil, Algérie 1955-1962, pour un rendez-vous avec l'histoire aux éditions L'Harmattan. Donc dans l'idée, nous parlerons de ce livre et plus largement, avant même de le traiter et de le parcourir comme un fil rouge tout le long de cet entretien, j'aimerais, comme première question, savoir, avant la mémoire, avant l'histoire, qui est Souria, finalement? Souria, c'est moi. Moi, je suis une passeuse d'histoire. Une passeuse d'histoire entre les témoins et acteurs de la guerre d'indépendance algérienne et les nouvelles générations. Un trait d'union entre la France et l'Algérie. Je travaille sur cette histoire commune douloureuse avec un esprit qui cherche à rentrer à la fois dans la lucidité, le travail d'histoire, la quête de vérité historique, et j'agis avec le cœur et avec l'esprit, avec beaucoup d'amour et beaucoup de ténacité pour tenter de débroussailler, de retirer tous les brouillards qu'il y a dans cette mémoire. Et il se trouve que j'ai fait une découverte extraordinaire dès le début de mon parcours de recherche, il y a une vingtaine d'années. Et c'est l'objet du livre que tu viens de présenter, Mehdi, hein, Carnet de guerre d'un civil. C'est en fait le carnet de guerre de mon propre père, dont je ne savais pas qu'il avait un tel amour pour l'écriture. Et dès le début de la période de la guerre d'indépendance, hein, mes parents sont originaires de la Haute-Kabylie. Mhm. Et comme tous les civils en Algérie, et de manière particulière dans cette zone historique qui était celle de la Wilaya 3 historique, ils ont été au cœur du conflit, dans cette guerre qui, sur le plan de la stratégie militaire, était une guerre psychologique où les civils se retrouvaient au milieu, entre l'armée française et l'armée de libération nationale, et dans une région massivement pro-indépendantiste. Donc mes parents sont des paysans kabyles. J'ai cette origine-là. Et à l'âge de 20 ans, mon père prend conscience de la gravité des faits. Et quand il voit arriver cette armée française qui n'avait jamais mis les pieds, si ce n'est au moment de la conquête coloniale, mais plus du tout après, pendant la période coloniale jusqu'au début de la guerre d'indépendance algérienne,
eh bien, ça leur a fait à tous une drôle de sensation. Je Mhm. dis cet adjectif-là parce qu'il est dans le carnet de mon père quand il parle d'une drôle de misère. 6 postes militaires qui s'installent tout autour de son village et des premières fouilles qui sont d'une grande violence. Et son propre père est emprisonné pour une raison totalement surréaliste sur laquelle on pourra revenir après. Et c'est un autodidacte qui avait cherché à apprendre à- à lire déjà le français, puisque son propre père avait fait partie de ces ouvriers algériens de la France de l'après 1945, et des courriers arrivaient au village, et lui était l'aîné de sa famille, il fallait bien pouvoir déchiffrer ça. Il avait une forte envie d'en découdre avec le français. Et c'est en fait un français de base qu'il a en 1955, en juin 55, quand l'armée française arrive. Et ce français de base lui suffit pour composer une source qui, aujourd'hui, représente une source inédite de la période, issue des populations civiles. Et dès lors que j'ai découvert cette source et que je m'en suis servi tout de suite dans le cadre de mes recherches à la Sorbonne, dans le cadre de la maîtrise d'histoire ou dans le master 2 recherche, mais j'ai toujours ressenti cette responsabilité qui n'est pas évidente à recevoir, à accueillir, de devoir la partager. Parce que cette source offre plutôt une immersion authentique dans le vécu de la guerre par les civils. Et j'ai eu cette chance de pouvoir étudier, donc j'ai fait le choix de faire des études d'histoire, mais de la comparer à d'autres sources écrites du côté de l'armée française. Et surtout aussi, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir m'entretenir avec l'auteur de ce carnet. Il a fallu d'abord lui faire se rappeler qu'il avait écrit, c'est une chose qu'il avait Mhm. oubliée, personne d'autre ne savait. Et puis ensuite, la confiance qui s'est installée entre mon père et moi nous a fait entrer dans une forme d'amitié, parce que j'ai été à la rencontre de ce jeune paysan de 20 ans, et moi j'avais 23 ans 22 ans quand j'ai démarré la recherche, donc moi au même âge que lui, je m'intéressais à cette histoire. Et- Alors justement, ouais. je trouve ça vraiment passionnant, Mm. cette découverte des carnets et tout le travail que tu as fait derrière. Mais je vois aujourd'hui que tu as une vision, avec tout le travail de recherche que tu as fait, une vision très aboutie, ou du moins avancée, de ces éléments. Mais quelle était l'histoire, donc cette histoire familiale que tu vivais avant la découverte de ces carnets? Ouais, c'est une bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de brouillard. Mhm. C'était pas clair. On- J'entends souvent cet adjectif qui revient, qui dit que nos parents étaient des taiseux. Ce silence. Ouais, le silence, et j'ai compris que c'était à la fois le résultat du trauma de la période et aussi un choix de protéger les enfants d'une expérience de la vie des plus douloureuses. Et aussi peut-être un sentiment de... Peut-être qu'ils se sont dit... je sais pas comment le dire en fait. Je perçois le chaos. J'ai perçu en tout cas. Alors, tu disais tout à l'heure qui est Souria. Oui. Une personne hypersensible Mhm. qui arrive à ressentir quand il y a des non-dits. Donc, si tu veux, l'histoire familiale avant l'histoire, voilà, avant son entrée dans l'histoire avec un grand H, c'est une histoire de silence et c'est une histoire de non-dits comme dans beaucoup de familles algériennes. Est-ce qu'on peut dire alors à ce moment-là que tu ressentais des choses, parce que tu parles Ouais. d'hypersensibilité et de ressenti, et je pense que beaucoup d'auditeurs se reconnaîtront là-dedans. Tu ressentais des choses importantes, peut-être même qui te dépassaient, Hmm. mais sans les comprendre. Bravo. Alors, tout se passe vers l'âge de raison, 7-8 ans. Il s'est passé plein de choses à ce moment-là. On est en 89. 88, 89. Premier voyage en Algérie. Je découvre la terre de mes ancêtres. Je suis née en France Mhm. et je suis allée pour la première fois en Algérie dans le cadre d'un voyage familial. Et il y a eu cette première chose-là. Deuxième chose, 89, commémoration du bicentenaire de la Révolution française à l'école.
les chants révolutionnaires de 1789 apparaissent dans mon esprit. Liberté, égalité, fraternité. Waouh! Au même moment, dans la société que je connaissais, dans cette France des années 80-90, il y avait une bonne partie de la société qui exprimait un racisme postcolonial. Donc j'entendais des choses qui étaient très violentes. J'ai assisté à des scènes très violentes qui ont traumatisé mes sœurs, par exemple. Et j'ai gardé ce sentiment-là du point d'interrogation. En Algérie, pour la première fois, on m'avait appelé Samigritz. En France, j'entendais dehors les Algériens. On connaît tous Bien sûr. cette question de bon, où est-ce qu'on est? Ouais. Au-dessus de la Méditerranée? Dans l'avion, dans le bateau, entre les deux, un jour l'un, un jour l'autre, un jour. Ouais, c'est compliqué. Il y avait un vrai sac de nœuds à démêler. Mhm. Et puis, c'est vrai aussi que j'ai été travaillée par cette discipline qu'est l'histoire enseignée sur les bancs de l'école républicaine française. Et j'ai été très marquée par l'histoire, le sort des civils dans les guerres du XXe siècle. Ça, Mhm. c'est inscrit au programme scolaire depuis fort longtemps. Et donc, j'en ai bénéficié. Et comme je le dis souvent en conférence, il y a une affiche de la Seconde Guerre mondiale qui criminalisait les civils qui recouraient au marché noir pour pouvoir s'alimenter autrement qu'à travers les seuls tickets de rationnement dans la France occupée. Et ça, je me souviens, ça a été un moment là qui m'a fait faire le dernier pas, c'est-à-dire le choix des études après le bac. Alors j'ai commencé par les classes préparatoires littéraires, j'ai voulu rentrer à l'école normale supérieure, Oui. qui passait d'ailleurs de la région parisienne à Lyon. Oui. Et mon père me disait, mais ça sera une nouvelle immigration, l'Eurobat des sunnettes, comme il disait. Et alors ça s'est pas fait, et c'est très bien. C'est d'ailleurs à ce moment-là, à la suite de cet échec à Normal Sup, après 2 essais, que j'ai éprouvé pour la première fois dans cette vie le sentiment du bonheur. Le bonheur d'être avec ses parents. Ça fait partie de mon algérianité. Le D'être bonheur là d'être avec ses parents. pour eux, alors qu'ils ont été là pour nous, après avoir essuyé des misères et des misères, et des misères noires. Et bien, pour le coup, le fait de travailler sur des entretiens avec mon père sur cette source inédite, c'était aussi une façon d'être avec lui aussi. Finalement, j'y venais, du moins, Ouais. je l'imaginais. Cet demi-échec, finalement, de rentrer à l'ENS à Lyon, donc peut-être c'était Diderot, c'est toujours Diderot aujourd'hui, et de rester auprès de tes parents, ça a peut-être permis de découvrir ces carnets, ou du moins, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette découverte que Oui, bien tu sûr. mentionnes? Alors, quand j'ai cessé de tenter Normal Sup, c'était à l'année de la licence. Oui. Et moi, mon sujet de thèse, je l'avais l'année du baccalauréat en terminale au lycée François Arago à Paris. Et l'année de la maîtrise, c'était l'année suivante, en 2003. Et donc, je suis arrivée à l'université où j'ai failli manquer d'ailleurs mon inscription, parce que j'avais démarré la recherche depuis le mois d'août aux archives militaires du service historique de l'armée de terre à Vincennes. Et en fait, il fallait démarrer l'enquête orale, puisque c'est une histoire contemporaine. Et donc, je m'étais dit que j'allais enfin révéler à mes parents ce choix dans le détail d'études. Ils me faisaient confiance sur mes choix d'études, mais là, j'avais défini quand même un objet de recherche très, très singulier, très particulier, pas encore ouvert dans les universités françaises. Et au départ, mes parents n'ont pas voulu témoigner parce que c'était les ramener à une période noire, difficile, et surtout, et je le dis dans l'espèce de préface avant-propos Oui. du livre, que c'était un sujet qui paraissait dangereux, évoquer la guerre d'Algérie. Tu réveilles des traumas, finalement. En France, Bien sûr. pour eux, c'était dangereux. C'est une Pour forme de moi, c'était protection, évident. peut-être? Une forme de protection, une forme de... Parce qu'il y a t'as tout le trauma du rapport compliqué qu'il y a eu entre l'armée et eux. Et tu projettes ce souvenir sur le territoire de France en tant qu'immigré. Ouais. On se demande que pense l'autre qui est face à soi. Alors, on a rencontré diverses situations, mais mes parents, bien sûr,
eu cette crainte que j'attire l'attention et que ça soit dangereux. Sauf que c'était un sujet profondément humain, intellectuel, et qui est une histoire avant tout de dignité humaine, d'humanité. Et avec un accès aux archives et une confiance qui existait aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté institutionnel, je parle famille, société, à l'université, mais aussi dans mes témoignages, puisque j'ai aussi eu en entretien des personnes qui pouvaient avoir été de l'autre côté de l'échiquier. Ces personnes, et notamment cette personne qui, pour moi, en lisant le livre et en regardant cette histoire et ces carnets, c'est ton père, finalement. Et où je veux en venir? Euh, Son histoire, il a écrit son histoire, ce qu'il vivait. D'ailleurs, tu le dis dans le livre, il était assez jeune. Il avait Mm. mon âge, en fait, en réalité. Donc ça me parle encore plus. C'est pas mal. Et à- ce que j'aimerais savoir, c'est à partir de quel moment, Mm. lors de ces échanges, son histoire est devenue la tienne. Alors, il fallait d'abord que... Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça évolue en dichotomie. Il y a le fait de découvrir sa propre histoire à travers celle de ses aïeux, Mm. de mon père, de mon grand-père, de ma mère, de mes grands-parents, de manière générale. Donc, il y a cette partie-là. Et il y a le fait de devoir placer ce témoignage comme celui d'un autre en faisant fi de la filiation qu'il pouvait y avoir. Pourquoi? Pour pouvoir essayer d'avoir la posture de l'historienne qui prend de la hauteur et de la distance par rapport à ce vécu-là. Et paradoxalement, là où j'ai perçu le fait que cette histoire était la mienne, c'est plutôt dans l'aboutissement, quand je sentais que je terminais l'écriture de mon livre et où je me mettais à pleurer en même temps que je tapais sur mon clavier. Parce que je sentais que j'avais accompli un travail et je sentais que ce lien avec l'Algérie, avec mon père, avec mon grand-père, dont la scène de torture du début 59 Mhm. est donnée dans le livre, euh, c'est quelque chose d'énorme, je pense. Pourquoi tu as pleuré? C'est une question finalement simple, mais pourquoi tant d'émotions? Ouais, Parce parce qu'en que tant qu'historienne, tu aurais pu avoir une position un peu plus reculée, mais c'est en même temps ton histoire familiale, ton histoire les personnelle. historiens ne sont pas des robots. Ah non, certainement pas. Non, non, Donc certainement il pas. y a de cela, ouais. Bah, je dirais par humanité d'abord. C'est une période douloureuse de l'histoire de l'humanité. Et Clairement. c'est aussi le fait de se dire que je suis une voix des humbles. Et de se dire que je descends de ce peuple Mm. qui a été longtemps colonisé et privé de l'accès à l'écriture et qui aujourd'hui, à travers une enfant, rend compte d'un passé douloureux, mais avec une forme de sagesse, parce que c'est totalement dépassionné comme ma façon de faire. C'est pas une histoire de revanche, hein. Et même d'ailleurs, les acteurs et témoins de l'époque ne le demandent pas. Mm. C'est ce que me dit mon père parfois à la veille d'une conférence ou d'un rendez-vous comme ça. Je lui dis, mais si Mhm. tu avais quelque chose à dire, toi. Il dit, mais tu sais, la guerre est terminée. C'est important que les gens sachent La guerre ce est qui s'est terminée. passé. Mais la guerre est terminée. Allez de l'avant. Voilà. Donc, c'est l'émotion, c'est le fait d'avoir, comment dire, expérimenté un premier aboutissement. Parce que c'était pas simple de choisir, de structurer ce livre, de faire des choix, parce qu'encore une fois, il n'est pas exhaustif. Mais d'en faire un premier tout et qui arrive à un moment, ça c'est très important, Mehdi, où on approche un temps de bascule. Cette histoire, elle a eu lieu dans les années 50-60. On est en 2026. Il y a de moins en moins de témoins et acteurs de l'époque. Il y a le fait de devoir, en tout cas chez moi c'est un devoir, d'aller vers le recueil le plus possible de témoignages quand cela est possible, au vu du poids des traumas, de la question de la mémoire au sens cognitif, etc.
Et après, moi, ce que je voulais, c'était que des personnes qui ont vécu la guerre puissent lire mon livre. C'est leur dire que l'oubli ne sera pas. Et c'est ça aussi l'histoire. Ce petit français là, en termes de la langue, cette langue française Mhm. balbutiante qui est là-dedans, que je suis parvenue à déchiffrer et à déployer aussi, etc., il dit beaucoup. Et d'ailleurs, dans ses premières lignes, je trouve ça fascinant. Quand mon père écrit Monsieur Guidi Ramokran, village à Thaïsa ou Yahya, Douari Lilten, commune de Michelet, Grande Kabylie, a été dans la guerre du 1 11 54 au 10 5 62 et doit être chacun. Il donne à l'autre ses nouvelles pour qu'on n'oublie pas. L'histoire, c'est d'abord ça. Et l'écriture aussi, c'est ça. La naissance de l'écriture, c'est garder une trace de ce qui ne saurait être oublié. Tu vois, c'est ce sentiment-là de la responsabilité aussi qui a provoqué ces larmes que j'avais pendant que j'écrivais. Ça répond à ta question? Clairement. C'est est-ce- à partir de ce moment-là, tu as senti que tu as traité d'un sujet plus grand que peut-être que nous deux, quelque chose d'immensément grand. Et ces carnets, cette histoire qui est familiale, finalement résonne en moi, résonne en nous, C'est ça, résonne en nous tous. un tout humain. Et ce que tu me disais d'ailleurs, effectivement, on est dans le cadre du algérien, dans l'histoire algérienne, mais cela peut toucher toute l'humanité, Mais finalement. complètement, mais complètement. C'est une affaire de dignité humaine. Et voilà. Et alors, le fait qu'on n'ait pas de traces ailleurs connues Mhm. pour l'instant, c'est aussi un appel à constituer le puzzle de ces micro-histoires de la guerre d'indépendance algérienne. Ce livre-là, cette prise de parole-là, c'est aider à comprendre et vraiment cheminer vers la paix, c'est aussi cheminer vers une histoire qui clarifie ce qui s'est passé. Il vaut mieux savoir avec lucidité les horreurs qui ont eu lieu que de rester dans un brouillard qui crée des fantasmes et qui peut aller vers des situations qui sont pas souhaitables. La paix fonctionne avec la vérité. Très belle phrase. D'ailleurs, dans le livre, euh, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous invite vraiment à courir l'acheter parce que c'est vraiment marquant et criant de vérité. Vous avez des passages dans le livre des carnets Moi, j'ai tout scanné. qui sont J'offre scannés j'offre la source dans son entièreté. et c'est quelque chose que j'ai réellement apprécié dans le cadre Mm. du livre parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir les sources donc, des Mm. historiens dans le bouquin lui-même. Ouais, c'est vrai. Ce que là, je trouve merveilleux. Et tu as d'ailleurs dit avant le début de notre discussion que tu Mm. nous avais ramené des carnets. Bravo, Mehdi, exactement. Ils sont là avec moi. Alors, la source, elle provient de ce carnet, qui est un carnet algérois. Et en fait, mon père a composé d'abord ces traces journalistiques en relevant les faits qui sont datés, hein, Mhm. sur des morceaux de papier, des bouts de carton au C'est village. Donc, c'est vraiment la débrouille totale. c'est énorme. Le DZ avant le DZ. Ah oui. Et euh, en fait, pendant la guerre, mon père fuit une nouvelle vivance de la guerre qui apparaît après la grande opération jumelle qui a eu lieu l'été 1959 dans cette région Mhm. de la Haute-Kabylie. Il fuit vers Alger, ce qui d'ailleurs lui permet de fuir le camp de regroupement qui apparaît après à Ifarhunen, et il devient ouvrier agricole puis ouvrier ferrailleur. Mhm. Et sa débrouille linguistique l'amène à devenir contremaître sur un chantier de ferrailleur à Alger. Et comme il devient contremaître, il est obligé de tenir la comptabilité pour le patron du chantier, qui est de distribuer les payes de ces ouvriers. Donc on a des listes, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, des listes de payes comme ça,
avec les sommes qu'il doit redonner. On a sur cette même page que j'ai trouvée par hasard, là, que j'ai ouvert par hasard, un mandat qui lui s'entraînait à mettre l'adresse, puisque lui, il travaillait pour pouvoir aider la famille à survivre, Mhm, donc au village puis à Tazmalt. mhm. Et en fait, le 19 décembre 1961, il subit un très grave accident. Comme il le dit lui-même, il était chalumiste, un mot qui est un néologisme, c'est-à-dire qu'il manipulait le chalumeau, sauf qu'un jour, devant son patron, et d'ailleurs tant mieux que ça se soit passé ainsi, puisque ce patron va lui sauver la vie, un certain Lucien Reynaud, il est à Maison-Blanche. Et il est sur un chantier où il doit décomposer une pièce d'avion. Sauf que la flamme du chalumeau rencontre du kérosène résiduel. Son corps s'enflamme. Il est brûlé au 3e degré. Tout le monde pense qu'il est mort, mais Lucien Reynaud l'emmène quand même à Mustapha Bachar. Au bout d'un mois, il est renvoyé chez lui. Donc, il est dans sa chambre d'ouvrier, qu'il a eu la chance de trouver après moultes essais, parce qu'ils étaient plus généralement dans des sortes de dortoirs. Et il récupère à ce moment-là ses petits carnets, ses petites notes, ses petits papiers, ses petits morceaux de carton attachés par une ficelle qu'il avait laissés auprès de son père, qui lui avait une chambre où ils n'étaient que deux. Mhm. Et ben pendant sa convalescence, il se dit je vais peut-être remettre dans l'ordre chronologique ce que j'avais pris sur des petits papiers séparés. Et il le fait dans ce carnet. Moi, je sens qu'il ouvre une page au hasard, et ça commence par le texte que j'ai lu tout à l'heure. Et il y a une première date qui est le 2-2-62. Et en fait, il va écrire tout au long de l'année 62. Ça commence le 2 février, ça se termine le 1er novembre. Donc il va traverser Alger, les grands événements, des accords d'Évian, la voix du général de Gaulle à la radio, l'indépendance du 5 juillet et la manifestation générale du 1er Énorme. novembre 62. Et lui, c'est un ouvrier parmi les ouvriers algérois. Donc c'est un carnet algérois et qui a immigré avec lui. C'est ça qui est fou aussi. Donc on passe du village au fin fond de la Kabylie à Alger, d'Alger au bateau du président de Casalet le dimanche 1er mars 1964. Ce qui est marrant, c'est que le lendemain matin, il était sur le chantier du Printemps Nation. Donc quand je vais au magasin maintenant... Non mais c'est C'est un étonnant. peu ton magasin aussi, finalement, Mon aujourd'hui. grand-père, il a plus travaillé. Mon grand-père Yahya, il a beaucoup travaillé. Et c'est fou ça, cette immigration où le lendemain tu trouvais un travail sur le chantier de toute cette reconstruction en fait, de la France encore. Voilà, des années 60. Ces carnets ont une place centrale dans tout le cheminement, Bien sûr. dans ton histoire familiale aujourd'hui. C'était un élément extrêmement important, mais même pour le choix d'écrire ce livre. Mais j'ai une question finalement sur ces carnets. Oui. Euh, et essayons de faire un peu de projection, mais si ces carnets n'avaient pas existé, Mhm. qu'est-ce que tu aurais perdu? Quelle aurait été la disparition ou du moins pour essayer de reformuler peut-être plus justement, quel est l'impact de ces carnets aujourd'hui que tu constates? Alors, en termes de travail en tant que chercheuse en histoire, j'étais partie sur l'idée de travailler sur les archives militaires françaises et sur l'enquête orale auprès de témoins et acteurs de l'époque, qui pouvaient être des hommes, des femmes, des enfants, ou encore des sœurs blanches, puisque j'en ai rencontré 2 en particulier, sœur Marie-Suzanne et sœur Françoise Boulanger, euh, qui sont aujourd'hui décédées, et aussi des appelés de la guerre d'Algérie. L'un m'a confié une série de clichés photos, et l'autre m'a confié, en particulier un autre qui m'a confié des mémoires écrites. J'étais partie pour écrire sur cette période, même si je n'avais pas ces carnets. Mais maintenant que j'ai ces carnets, c'est quand même, ça résonne tout particulièrement chez moi, dans la mesure où ce qui a motivé tout ce travail, c'était le fait de faire entrer dans l'histoire ceux qui ont été tus dans le passé.
Et c'est une source qui est totalement inédite, puisque on n'est pas face à la difficulté qu'on rencontre dans le cadre de l'enquête orale, par exemple, où il faut être très vigilant dans les recoupements pour essayer de retrouver l'exactitude dans les faits qui sortent lors des entretiens. Mhm. Et on y arrive, l'enquête orale, c'est ça, c'est ce que définit le mot histoire étymologiquement dans le grec ancien, par exemple. Mais là, ici, on est face, à mes yeux, tu me diras si tu partages ce regard, ce point de vue, Mhm. face à du patrimoine algérien. Et on est aujourd'hui, nous, les héritiers d'une période qui a été portée par des gens qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient et qui ont connu la misère noire, les violences, la disette, la famine, entre autres. Et le fait de perdre des proches, le fait de devoir réfléchir à comment survivre, non pas la semaine d'après, non pas le mois suivant, mais l'heure d'après, au jour le jour. Mm. À être aussi dans cette observation de l'autre qui est envoyé là pour, dans le cas d'une guerre subversive. Mhm. Et c'est toute une intelligence de la survie qui a mené, qui a été menée, pardon, en faveur de l'indépendance de l'Algérie. C'est pas rien. Et nous sommes les héritiers de cette histoire. Et donc l'idée, c'est d'essayer de se placer à la hauteur de ce courage. Et c'est pas facile, J'imagine que cette réflexion-là t'a traversé bien lors sûr. des échanges euh, avec ton père et la découverte de ces Mm, carnets. C'est un héritage immense mm. que tu reçois. Et personnellement, j'y vois de manière encore plus frappante les silences qui ont accompagné cette découverte euh, Et les larmes. et les larmes. Et toi, notamment, ces silences, euh, est-ce qu'ils existaient? Du moins, tu les citais au début, mais est-ce que tu les comprenais? Et comment est-ce que toi, personnellement, tu les vivais? Et aujourd'hui, avec euh, la connaissance que tu as et l'expérience que tu as accumulée à travers toutes tes découvertes, quel est ton regard sur ces silences de ta propre histoire familiale? Et peut-être, vu que le sujet s'y prête de manière plus large, sur le silence de toutes ces personnes qui ont vécu cette période ou ces périodes difficiles. La première chose que j'ai comprise lors du premier entretien avec mes parents, c'est que le silence était la règle déjà pendant la période 54-62, avec l'apparition du phénomène de la torture en particulier. La stratégie première, c'était d'en dire le moins possible pour que l'autre, même s'il était avec soi dans le camp des indépendantistes, ne puisse pas révéler des informations dans le cadre de la torture. Donc c'est une règle fondamentale. Il y a des choses qui se disaient entre, par exemple, mon père, Amqran, et sa mère, Aditi, que personne d'autre ne savait au sein de la famille. Un moudjahid a été hébergé, caché par mes grands-parents, et ma propre mère ne savait pas que cette personne était dans la maison, dans une remise. Donc déjà, le silence, c'était un moyen de se protéger les uns les autres. Il y a le silence aussi lié, bien évidemment, donc à tous les traumatismes qui ont été traversés. Et aujourd'hui, voilà, des personnes, malheureusement, peuvent avoir subi des traumatismes et peuvent entendre, comprendre qu'on ne puisse pas les mettre en mots. Parfois, on est en thérapie pour essayer de mettre des mots et passer des caps. Et finalement, la mise en mots est une thérapie. Et cette chance que j'ai eue, et de découvrir la source, et de pouvoir la déchiffrer, et de pouvoir en parler avec mon père, c'est aussi une forme de thérapie pour beaucoup de familles. Familles algériennes ou familles françaises. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle de catharsis. Mhm. Donc, si tu veux, le
voilà, ça fait quand même un cumul de choses. Alors, je dis souvent que c'est une histoire de l'improbable qui est devenue possible. Astrid, est-ce que tu as reçu des... Je suis toujours curieux Mhm. de... Du moins, j'ai été vraiment intéressé de savoir. Mhm. euh, Tu mentionnais l'impact de ce livre auprès de d'autres familles. Mm. Et donc, c'est bien ce qu'on disait au début, les carnets et cette histoire dépassent finalement ton histoire familiale. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'une famille ou d'une personne qui est venue te voir Mhm. et grâce à ce livre a compris des choses ou a entrepris une démarche, elle aussi, de, d'en connaître davantage sur son histoire familiale et sur les impacts que ça a eu Mm. sur sa propre vie? Ouais, il y a beaucoup d'exemples, en dédicace en particulier, Ouais. qui sont des moments privilégiés où on est en one-to-one, au moment de signer le livre. Euh, des personnes qui sont déjà en recherche et qui se sentent encouragées du fait qu'il y a ce fruit-là Mhm. qui est Se sorti. baser dessus, Donc effectivement. ça leur donne de l'espoir et ça leur définit un horizon de possibilités d'aboutir dans ce travail de quête mémorielle. Par exemple, dans une des dernières dédicaces, c'était au Centre culturel algérien, une femme demande une dédicace pour son mari qui n'est pas retourné en Algérie depuis près de 50 ans. Wow. Et elle lui fait la surprise de lui offrir mon livre et elle m'explique tout le scénario. Et elle, tout ça avec les larmes, la joie, l'enthousiasme. D'accord. Donc, je cherche un message personnalisé pour la dédicace parce qu'elle m'explique que c'est dans l'avion qu'elle va lui remettre ce livre pour lui offrir un bout d'histoire de cette Algérie dont il a été séparé géographiquement et elle veut lui faire un voyage. Et elle lui dit, bah, votre livre, ça sera le premier. Et elle me dit, ça sera vraiment dans l'avion. Je lui dirai, bah, tiens, regarde, et en plus, l'auteur t'a laissé un message pour toi, pour cette traversée personnelle que tu vas faire là, maintenant. Bon, j'attends la suite, hein. Ah bah oui, J'attends le maintenant, parce que retour. là, il nous faut un deuxième épisode pour savoir ce Alors, qui si s'est elle entend passé. effectivement Ah non, là, c'est obligatoire. ce podcast, ça serait intéressant qu'elle puisse revenir vers moi pour me raconter du coup comment est-ce elle et son mari ont vécu ce moment. Donc tu vois, ils me mettent au cœur Mm. d'un passage très fort, très puissant de leur vie de couple et de leur vie personnelle et individuelle pour ce monsieur qui n'était pas retourné en Algérie. Finalement, ton devoir de transmission, Passeuse d'histoire. une passeuse d'histoire, comme Tu tu vois. le dis. Et justement, en tant que passeuse d'histoire, comment est-ce que tu as réussi à transmettre cette histoire sans parler à sa place, sans parler à la place de ton père? Je n'ai pas compris la question. Ce que je veux dire, c'est que ces carnets, Ouais. ces notes, comment, quel a été ton rapport entre ton histoire familiale et comment est-ce que et ces carnets, et comment as-tu réussi à l'analyser Hmm. pour en faire un livre? Moi, à titre personnel, je pose cette question parce qu'à titre personnel, je découvre des carnets sur mon histoire familiale, sur la guerre Mhm. d'Algérie. Je ne sais pas si je serais capable Alors, il d'avoir faut venir cette... me voir. Ah bah clairement, bah, tu vois, C'est aussi typiquement, un je te appel pose à la ça. question, mais c'est Ouais, de ouais. savoir comment est-ce que tu as réussi à Ouais, t'extraire de cela. ouais. Comme tu le disais, tu pleurais devant ces carnets, c'était À la difficile, fin, c'était ouais. dur. À la fin, parce que moi, je reste la tête un peu dans le guidon le plus possible parce que c'est effectivement très fort. Mais tu sais que ma fratrie me le dit aussi. Mhm. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, moi, je suis la Benjamine. J'ai appris beaucoup de choses à mes frères et sœurs qui sont mes aînés. D'où le silence qui était Oui, là. qui étaient partagés, tout à Ouais. fait. Donc, moi, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est ça. Ça demande du courage, Mehdi. C'est vrai. En fait, j'osais pas le dire comme ça avant. Mais c'est effectivement aussi du courage que de retourner dans ce passé qui est lié à mes mémoires cellulaires et de devoir affronter l'émotion que ça peut faire, en sachant que c'est une histoire d'une guerre. Mhm. Voilà. Je n'ai pas fait d'études
horticole, je ne sais pas comment te dire. Voilà, c'est quoique si, puisque c'est dans la question de la survie alimentaire, c'était ça mon premier questionnement. Mais on est dans l'humain et dans les profondeurs de l'humain là. Et si on se concentre un petit peu sur cet héritage, toi désormais aujourd'hui, Mm. euh, en tant que femme, puisque je sais que tu as mentionné dans ce livre Mm. les femmes, et je sais que c'est une cause qui était importante pour toi de le mentionner, Un sujet de recherche. un sujet de recherche. Euh, Comment est-ce que ces carnets t'ont accompagné aussi dans ton développement en tant que femme algérienne, en tant que femme aussi kabyle? Quel a été l'impact de ces carnets sur ta propre construction? Alors, ça ne sera pas d'abord forcément la partie féminine par laquelle je te répondrai. Mhm, Euh, Tu vois, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure dans le regard de l'enfant Souria. J'avais cette impression qu'il fallait se sentir coupable d'être algérien et algérien en France. Et effectivement, ça fait aussi, j'ajoute à cela, donc il y a une somme, hein, même plus, le fait d'être une femme, euh, en sachant aussi tout le poids du silence qu'il y a sur les femmes dans la société telle qu'on la vit et dans mhm, l'histoire aussi. mhm. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis fière de mes parents et j'ai envie de le dire à la petite Souria qui voyait son père se faire menotter pour un simple contrôle de papier Mm. sur la route en rentrant de Rungis vers Montreuil, puisque mon père était épicier à partir du début des années 70. Donc il y a cette fierté avec beaucoup de lucidité, mais c'est une fierté vraiment en tant qu'être humain. Ce sont des personnes qui se sont battues au nom de la liberté avec une majuscule. Et d'ailleurs, je suis issue de la tribu des Es-Ililten. Tilili, en amazigh, c'est la liberté, et Es-Ililten, c'est le peuple des libres. Donc si tu veux, la liberté, chez moi, c'est Vous la fort. connaissez? Et aujourd'hui, je suis enseignante au sein de l'éducation nationale en France. Je représente l'institution. La liberté est au cœur de la devise française. Donc tout ce cheminement-là, pour moi, en tant que personne, et donc ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des algéro-français franco-algériens, Mhm. euh, chez moi c'est très clair. Je suis totalement alignée. Je sais de quelle Algérie je viens. C'est pas de celle dont certains parlent ailleurs. Et je sais quelle France j'aime et que je représente aujourd'hui. Et c'est très clair et je suis très sereine. Donc ça m'a construit aussi que de cheminer dans ce parcours de recherche, effectivement, puisque c'était aussi, l'histoire, c'est aussi une façon de retrouver nos origines. Et puis nous, on a cette particularité, je pense que toi aussi, Mehdi, d'être né en France tout en étant algérien. Et alors, tu connais le mythe d'Hercule. Évidemment. Ben, nous, on fait l'inverse. On est dans une épreuve extraordinaire. Et ce qui est génial, comme avec le collectif DayZ, c'est qu'on constitue une sorte de chaîne humaine pour essayer de relier les deux rives de la Méditerranée, d'apporter de l'apaisement, d'aller dans le sens de la paix, de garder cette fierté des deux côtés et voilà, de faire vivre la culture. Et c'est ça qui est beau. C'est ça notre rôle. Je suis totalement aligné avec ce que tu dis, et notamment dans tout ce que l'on fait dans le cadre du collectif. Et si je ne me trompe pas, t'en parlais tout à l'heure, on parle d'algérianité Oui. euh, et d'héritage. Euh, Aujourd'hui, l'algérianité, on la voit à travers l'histoire, à travers la transmission et à travers ton livre. Et toi, à titre personnel, euh, quel est le rapport que tu as avec l'Algérie aujourd'hui
Donc il y a eu un avant, il y a eu un pendant, et là, avec cette découverte, ce travail, cette recherche, quel est ton rapport à l'Algérie aujourd'hui? Alors, mon rêve, c'est d'y aller 2 fois par mois. C'est de retourner vers les c'est une terre de ressources. Si tu veux, parmi les choses qui ont motivé mon travail, je t'avais parlé du premier voyage, en 88 Oui. en Algérie. Alors moi je suis mariée maintenant du côté des Ouzlaguènes, donc on est dans la basse Kabylie et à chaque fois que je vais là-bas, donc je vais sur ma nouvelle terre, ma nouvelle tribu, Voilà. mais je demande toujours à pouvoir, je cherche toujours à pouvoir, retourner sur la terre de mes ancêtres du côté de mes parents. Mhm. Et c'est un lieu où je me ressource complètement. Ah, et puis par ailleurs, cette terre des Ouzelaguènes, c'est celle qui a porté le congrès de la Soumane. Donc autant te dire que je me retrouve souvent aussi sur ce lieu de mémoire chaque fois que j'y vais. Donc c'est une terre où je me ressource pleinement. C'est une terre qui est magnifique, que je rêve de découvrir dans son entièreté. Je ne suis encore jamais allée dans le Sahara algérien. Je ne suis pas encore allée à Constantine, ni Tlemcen, Oran, même dans les campagnes algériennes. Ça, c'est mon rêve. T'as donné envie de découvrir l'Algérie tout entière, finalement. Oui, et puis on est aussi face à nouvelle génération, là, la jeunesse dont tu fais partie, qui promeut ce retour à la terre très positive, cette Algérie positive, cette Algérie inspirante. Donc, oui, c'est une terre d'espoir, c'est une terre de résilience. Et c'est bien que nous soyons nombreux à la voir de cette façon-là. Est-ce que tu as quand même senti ou observé un changement suite à tout ton travail de recherche et à ta rédaction de cet ouvrage, Mhm. notamment sur ton rapport à l'Algérie? Probablement, mais tout est venu en même temps et avec, puisque l'enquête s'est faite aussi sur le terrain. Mhm. Oui et non, enfin oui, oui, parce que depuis toujours, je pense, tu sais, j'ai le premier attachement à l'Algérie, je l'ai vu à travers le regard de mes parents. Et ça, c'est viscéral et profond. Je voyais bien à la veille de chaque retour en France toute l'émotion qu'ils avaient à quitter la famille à nouveau pour revenir en France. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. Et je les comprends tellement. Je les comprends tellement. Et puis c'est une terre où, dans le meilleur des cas, on retourne pour en faire une demeure finale. L'Algérie, c'est la terre où on enterre les siens. Donc c'est une terre sacrée. Donc c'est un héritage aussi, quelque part. Cette histoire familiale, ces carnets, ces silences, ces non-dits et tout ce travail, moi je vois derrière une construction, il y a une démarche qui a été Mhm. proactive Mm. sur ce Dans la terrain. solitude d'ailleurs. Ah oui? Bah oui. Oui, c'est un cheminement seul, absolument. Tu t'es senti seul Ah face ben à on tout l'est ça? forcément quand on ouvre un sujet sensible dans une société qui a du mal à l'évoquer sans être dans un discours dépassionné. Mhm. Euh, c'est un questionnement qui était très singulier, qui était tout nouveau dans la recherche lorsque j'ai démarré. Et puis aujourd'hui, j'ai ce bonheur-là de pouvoir partager ce parcours individuel et fait réalisé dans la solitude, mais une solitude positive et aussi un peu obligée. Mais je l'ai très bien vécu par ailleurs, parce que ça donne du recul aussi. Et aujourd'hui, d'être là avec vous, de percevoir ces associations naissantes comme le collectif DayZ qui cherche à tout naturellement promouvoir cette belle culture qui est plurielle d'ailleurs, est présente en Algérie et qui se vit aussi ailleurs qu'en Algérie, notamment en France, et qui se saisit de l'histoire qui s'écrit pour rendre compte de tout cela. Je trouve ça génial. Je n'ai plus effectivement le même regard que quand j'étais enfant, où je voyais les choses sous la forme d'un brouillard intérieur. Et aujourd'hui, je comprends que je suis fille de 2 révolutions. Et donc, ça me positionne sur des hauteurs, sur des vibrations qui sont beaucoup plus saines qu'on peut observer ailleurs.
Et c'est rendre service à tout le monde que d'être sur ces vibrations-là. Qu'est-ce que tu sous-entends par deux révolutions? À la Révolution française, celle qui fait que je me retrouve aujourd'hui à enseigner, et tout particulièrement en Seine-Saint-Denis. Mhm. Je vois les parcours des familles, que peut-être les élèves ne voient pas, mais moi je ressens tout l'héritage de cela. Et puis, bien évidemment, la révolution algérienne, puisque c'est une période de révolution qui met fin au système colonial. Donc, je suis fille de deux révolutions. Très belle manière de le dire. Mm. Et concernant cette construction, toi, en tant que femme algérienne, française, Mm. historienne, citoyenne, est-ce que tu considères que c'est indispensable que d'être courageux et d'affronter ces questions-là pour embrasser pleinement son algérianité? Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que... Alors, j'avais compris que mes parents avaient été, par exemple, courageux, etc. Je voyais bien, puisque l'expression qui sortait dans le silence, malgré tout, c'était miseria taverhienne. C'était la misère noire. Mhm. Donc, et puis, j'avais fait des voyages en Algérie, j'avais vu le décalage. Oui, Je voyais quelles étaient les conditions dans lesquelles mes parents avaient évolué avant de se retrouver à vivre en France. Euh, En réalité, ce travail d'histoire m'a fait davantage voir l'épreuve qu'ils ont subie. Et je me pose toujours la question de savoir ce que nous aurions fait nous-mêmes. Ce sont de grands hommes et de grandes femmes. Et je suis toujours très étonnée et donc très admirative de la santé mentale de ces personnes qui ont traversé. C'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, dans des témoignages, notamment d'appelés de la guerre d'Algérie, je sais qu'il y en a qui ont perdu le sommeil depuis. Et je sais que c'est pas toujours évident. Tu sais, j'ai mis fin plusieurs fois aux entretiens avec mon père, hein. Je savais parfois que c'était trop lourd, trop difficile. je supportais plus. À ce Bah, moment-là, c'était trop. moi, j'étais dans le cadre de l'enquête. Oui. Donc, j'avais des questions, je pouvais réitérer des questions, je pouvais changer l'angle tu vois, de point de vue, et je savais que ça pouvait être trop à un moment donné. Mais il n'empêche que ce courage-là, il faut le célébrer. Oui. De faire face à la famine, de faire face à la perte des uns et des autres, de se dire entre soi, non plus un tel est mort, mais la lignée est en train de disparaître. Toi, quand tu perçois ça dans la hauteur du travail, tu te dis, mais qu'est-ce que c'était que de ressentir ça à l'époque? De devoir braver les interdits de circulation pour aller chercher du ravitaillement parce que la famille n'avait vraiment plus rien à manger. Parce que dans le cadre de l'action psychologique demandée aux membres de l'armée française, il s'agissait de barrer les routes et donc l'accès au marché, de Michelet pour mes parents, de souiller les ravitaillements. Jusqu'à il y a 15 jours, un enfant de la guerre d'indépendance algérienne, mon aîné aujourd'hui, me raconte qu'un jour, entre copains, ils ont vu au loin quelque chose qui ressemblait à du chocolat. C'était près de la zone des denrées alimentaires. C'était tout sauf du chocolat. C'est qu'un militaire avait déféqué sur le ravitaillement. Tu imagines? C'est notre silence à nous qui vient en fait prendre le relais à un moment donné face à ces récits qui sont réels, qui correspondent à des réalités vécues. Et tout ce que tu peux te dire en tant qu'historien ou historienne, c'est que faire ce travail, c'est aussi faire en sorte d'aider à ce que l'histoire ne se répète pas. C'est ta crainte aujourd'hui? Non, mais c'est une des
une des forces du travail, une des forces que l'on a en faisant ce travail-là, c'est aussi pour ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est dépassionné, que c'est pas un esprit revanchard ou je ne sais. Bien sûr. C'est dire ce qui a été et tirer les leçons de ce qui a été pour que ça ne se reproduise pas. De manière totalement dépassionnée, en faisant la part des choses et savoir ce dont est capable l'humain et d'essayer d'aller vers le meilleur plutôt que vers le pire. Tu vois la philosophie qu'il y a derrière. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Relater des faits, en tirer des leçons Mhm. et avancer. Bien sûr qu'il faut avancer. C'est important pour nos enfants, pour les nouvelles générations. Et donc c'est aussi, moi je ne me rends pas compte parce que ça me paraît évident. L'idée, c'est pas de faire les victimes. Non, 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 non. Ce sont des gens, des personnes très, très courageuses qui sont aujourd'hui, tu vois, par exemple, ce livre, c'est un livre d'histoire qui a sa place en conférence, qui a sa place dans les programmes scolaires, mais il a aussi sa place dans la naissance des startups aujourd'hui. C'est une source de... Mais tu vois les soft skills qu'on peut développer en entreprise. Bien sûr. Moi, l'histoire de l'Algérie, c'est un fond inépuisable. Moi, mon rêve, c'est de faire des conférences dans les entreprises. Mais c'est totalement envisageable finalement. Oui, puisqu'on l'a Totalement possible. imaginé. Voilà. Donc voilà. Pour clôturer ce podcast, Mm. nous avons pour habitude de poser une question. Mhm. Je crois que tu es la troisième. Hein. Nous avons l'habitude, puisque dans le cadre du collectif DayZ, nous la Ouais. posons en fait très régulièrement, Bien sûr. finalement. Et ce podcast naissant en fait partie. Le slogan du collectif DayZ, c'est Ensemble, célébrons l'algérianité. Mhm. Nous en avons parlé juste avant. Et pour toi, l'algérianité, qu'est-ce que c'est? C'est la force de la résilience. Être capable de se relever après l'épreuve. Être capable d'absorber la difficulté pour maintenir son objectif. Ne pas plier. Et c'est donc une ode au courage, quoi qu'il arrive. Et puis l'algérianité s'inscrit dans l'africanité. C'est ne jamais oublier nos anciens. Ils se sont sacrifiés pour nous. Et donc, leur faire honneur, leur rendre hommage, c'est toujours donner le meilleur de soi-même. Voilà mon algérianité. De très Entre belle autres. valeur. Merveilleux. Merci Mehdi. Merci beaucoup, Soria. Merci d'avoir été dans le podcast Nesna. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Collectif DayZ pour ne rien manquer des prochains épisodes du podcast Nesna. Et je vous invite fortement à lire ce livre de Soria, Carnet de guerre d'un civil. À bientôt. À bientôt. Merci Mehdi. Brouillard. Cheminer vers la paix, c'est aussi cheminer vers une histoire qui clarifie ce qui s'est passé. C'est important que les gens sachent ce qui s'est passé. Mais la guerre est terminée.